Le roman Écoute de Boris Razon, paru en 2018, raconte l'histoire de Vincent Lemasson, un policier chargé de surveillance électronique antiterroriste dans le 13e arrondissement de Paris. Caché dans une camionnette banalisée, il intercepte à l'aide d'un dispositif nommé IMSI Catcher l'ensemble des émissions cellulaires d'un coin de rue achalandé à proximité de la place d'Italie, tout en observant par la fenêtre du véhicule les passants anonymes dont il capture ainsi les flux de données. En parallèle, le texte narre le destin de Krospito Laganchuk, un jeune garçon lisboète né dans les années 50, qui apprend tout au long de son évolution vers l'âge adulte à se réinventer de l'intérieur pour changer d'existence et d'identité, inspiré en cela par les hétéronymes du poète Fernando Pessoa. L'une de ses vies parallèles le mènera, à la fin des années 80, à devenir un chanteur de death metal mythique en Scandinavie, dont le cri inhumain et le masque de cuir lui valent l'énigmatique nom de scène Le Morse. À ceci s'ajoutent les mésaventures de Miguel Tuschinski, un avocat mexicain mandaté par un narcotrafiquant obèse pour l'aider à fuir ses ennemis en entreprenant un processus chirurgical et hormonal qui lui permettrait de devenir une femme fluette. Tous ces personnages convergent de manière improbable sur un trottoir parisien dans le présent du récit, alors que se trament les préparatifs par une cellule anonyme d'un attentat terroriste qui fera de nombreuses victimes. Avec sa trame narrative principale prétexte à une réflexion sur l'usage compulsif des téléphones portables, des messages textes et des réseaux sociaux numériques, Écoute paraît s'inscrire dans des enjeux résolument contemporains. Il s'agit pourtant, non sans paradoxe, d'une réécriture partielle d'un texte plus ancien. Comme l'explique Boris Razon à l'occasion d'une entrevue accordée au Monde, ce que j'ai voulu faire dans ce roman, c'était quelque chose de proche de ce qu'a fait Georges Perec dans Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, en me disant que si je cherchais aujourd'hui à me poser à un endroit et à raconter ce qui s'y passe, je devrais prendre en compte la dimension cachée et numérique de ce que font les gens, ce qu'ils racontent sur eux-mêmes. Sinon, je passerais à côté de ce qui se trame là. J'avais ce désir de mettre au jour cette deuxième vie ou cette vie double. Nous proposons ici de prendre au mot l'auteur dans cette influence revendiquée pour effectuer une lecture croisée des deux textes afin d'identifier quelques reprises et dépassements, le tout dans la perspective d'une réflexion plus vaste sur l'évolution récente de l'écriture romanesque face à l'omniprésence de l'univers du numérique. L'analyse, en un premier temps, se concentrera sur le récit de la surveillance électronique menée par le policier, élément qui se rapproche le plus du texte de Perec. Nous prendrons ensuite en compte les intrigues parallèles du roman, toujours dans la perspective d'une représentation du numérique. Ceci permettra, en un troisième temps, de souligner quelques paradoxes propres à l'ambition éminemment contemporaine de vouloir, comme le suggère le titre du colloque, raconter l'Internet. Donc, le lien d'intertextualité avec tentative d'épuisement d'un lieu parisien est posé, mais aussi problématisé de manière implicite dès l'incipit du roman. Paris, angle de la rue Philippe de Champagne et de l'avenue des Gobelins, 21 janvier, 9h45. Dis, je nous cherche un resto pour ce midi, une bonne table. T'as une contrainte de zooming? Vincent Lemasson observait simultanément la rue et son écran. Cela l'épuisait, car la distance était trompeuse. Il avait l'impression qu'on lui demandait l'impossible, à superposer sans cesse deux paysages qui n'avaient en réalité rien de commun. Les deux textes reposent sur l'idée d'un poste d'observation situé dans le temps et l'espace, de même que sur une volonté de noter systématiquement ce qui est ainsi aperçu. Mais alors que chez Perec, la visée consiste à consigner ce que l'on ne note généralement pas, dans le roman de Razon, il s'agit de donner à voir à la fois cette banalité du quotidien et les multiples couches de données numériques qui désormais l'accompagnent. C'est l'autre paysage, précise la narration, celui qui vient s'ajouter à l'avenue. Cette ouverture, si ce n'est ce dédoublement de la focalisation, appelle trois ordres de commentaires. 1. La prise en compte de bribes de discours et de représentation n'est pas étrangère à tentative d'épuisement. Le texte de Perec débute sa description de la place Saint-Sulpice par des éléments sémiotiques comme des lettres de l'alphabet, des mots, des symboles conventionnels, des chiffres, des slogans fugitifs. L'observateur, alter ego de l'écrivain, ne cherche cependant pas à interpréter ce qu'il consigne. De la même manière, chez Razon, les messages vocaux, textuels et iconographiques capturés sont reproduits tels quels, sans déchiffrement ou explication, ce qui génère quelques effets comiques. On a ainsi droit à des échantillons de langage contemporain, tatouiller la merguez ou quoi, les profs, c'est une sale race, à des descriptions de photos échangées, un plat de pâte aux courgettes, un sexe d'homme qui tend un caleçon,
à des retranscriptions verbales de séquences d'émoticônes, ce qui en sape d'emblée la signification. Cœur, cœur, lèvres rouges, aubergine, champagne. Feu d'artifice, cœur, ballon qui s'envole. Quart de lune, caca souriant, soleil. Vu ainsi, le texte actualise celui de Pérec, sans pour autant en trahir l'essence. 2. En dépit de cette cohésion d'ordre formel, le roman de Razon se distingue de tentatives d'épuisement dans la mesure où la narration souligne la disparité constante entre ses représentations de l'existence et la réalité elle-même. Le personnage de Lemasson observe, à son grand désarroi, que la majorité des communications électroniques qu'il intercepte servent à tromper son interlocuteur, que ce soit pour se donner une identité, c'est-à-dire offrir une image idéalisée de soi, ou pour éluder, mentir, faire patienter, soit se ménager un fugace espace de liberté. La dynamique des téléphones portables, messages textes et autres réseaux sociaux numériques reposerait dès lors non pas sur l'affirmation, mais sur la dissimulation. Elle vient raconter une autre histoire que celle que le policier voit face à lui. De ce fait, contrairement à ce que recense l'observateur de Pérec, Écoute insiste sur une scission fondamentale, essentielle, dans les données colligées. 3. Outre leur caractère fréquemment indéchiffrable et leur visée souvent trompeuse, les communications électroniques interceptées par Lemasson posent problème par leur déferlement et leur ampleur. Sa fonction de policier pousse le personnage à traquer le message véritablement suspect, l'indice qui permettra de déjouer un éventuel complot terroriste. Il ne peut cependant que constater sa profonde impuissance. Il avait l'impression qu'une information cruciale était en train de lui échapper. Il s'étouffait de peur de voir un indice s'enfoncer dans les marécages du flux, si vite qu'il l'aurait raté. Pérec, déjà, signalait les limites évidentes de son entreprise, liées notamment à son incapacité à tout voir simultanément. Lemasson, encore davantage dépassé par son objet, ne peut, comme le souligne une précision récurrente, que se sentir d'emblée épuisé par sa tâche. La perspective s'inverse alors, ce n'est plus comme chez Pérec, le sujet qui épuise la substance du réel, mais le réel, à la fois en lui-même et dans ses infinis reflets numériques, qui en vient à épuiser les capacités d'attention et d'intellection du sujet. Cette dynamique de la surcharge d'informations, si elle peut paraître négative dans la perspective d'une comparaison avec tentative d'épuisement, revêt toutefois une fonction davantage constructive à l'échelle du roman en son ensemble. Celui-ci, il convient de ne pas le perdre de vue, est en effet constitué, à l'instar des innombrables messages qui émanent de la rue des Gobelins, d'une série de récits croisés. La logique de la donnée se voit ainsi supplantée, de manière révélatrice, par le principe du flux. Donc, des existences parallèles. Le phénomène le plus singulier observé par Vincent Lemasson à partir de sa camionnette de surveillance est un étrange individu au visage dissimulé par une capuche qui est le seul de l'avenue à ne pas posséder de téléphone portable ou du moins à n'émettre aucune donnée. Il s'agit de Crosspito Laganchuk, maintenant dans la soixantaine, venu à Paris récupérer un rouleau de pellicules photographiques documentant, de décennie en décennie, les diverses phases de ses métamorphoses existentielles. Crosspito est rapidement rejoint par Miguel Tuschinski, désormais en froid avec son employeur narcotrafiquant, qui souhaite se prévaloir de ses services pour apprendre à son tour à se réinventer et disparaître. Cumulé aux observations de Lemasson au sujet de la nature fondamentalement trompeuse des communications électroniques, ces intrigues parallèles viennent enrichir les thématiques de l'identité et de la dissimulation. Ce recours à un tel procédé choral, au sein d'un roman voué à la représentation de l'Internet et des réseaux sociaux numériques, appelle à son tour quelques ordres de commentaires. 1. Le principe de lecture croisée est revendiqué par le roman lui-même, à l'occasion d'une série de passages à dimension métatextuelle. Crosspito, dans les années 70, une époque où, précise le texte, les critères de rigueur étaient relâchés au profit de l'originalité, dépose à l'Université de Lisbonne un mémoire liant le destin d'un martyr de l'Inquisition portugaise à celui du poète Fernando Pessoa, dont l'ampleur de l'œuvre commençait alors à être révélée. Cette étude comparatiste de deux existences que rien a priori n'autorise à rapprocher permet à Crosspito de mettre en évidence le maranisme sous-jacent de la société portugaise, soit une population juive en apparence convertie au catholicisme, mais qui continue à pratiquer sa croyance en secret, quitte à en travestir les rites pour les rendre invisibles à l'observateur extérieur. Un tel travail vient en un premier temps expliquer la propension du poète Pessoa à constamment se dissimuler tout en se donnant à voir de manière décalée par le biais de ses œuvres.
De manière plus ambitieuse, le mémoire postule le caractère fondamentalement ambigu de la société portugaise, dont l'identité authentique reposerait derrière une série de leurres stratégiques. Transposé à l'échelle du roman de Razón, ce travail universitaire vient justifier le fait de tirer des conclusions sociologiques et existentielles du cumul de destins fictionnels croisés, ou, en d'autres mots, de faire des rapprochements inédits et intrépides entre des histoires qui n'ont rien de commun. Il fait en outre écho aux observations de Lemasson sur le trompe-l'œil que représenterait la majorité des échanges électroniques actuels. Un pays dont l'essence même est cachée. 2. À l'instar des existences croisées étudiées par Crespito, le roman de Razón tire ses effets de sens moins d'effets individuels, bien que ceux-ci aient une pertinence, que de leur cumul et de leur recoupement. La réflexion autour des thèmes de l'identité et de la dissimulation se décline ainsi au travers d'une série de sous-exemples mis implicitement en résonance. L'autoreprésentation illusoire des usagers de l'Internet fait écho, de manière péjorative, à la démarche de Pessoa, qui aurait existé davantage au travers de ces multiples hétéronymes que dans la vie réelle. Les réinventions internes ou essentielles de Crespito offrent une apparente inversion de la pratique des modifications corporelles ou du body art exploré par Tuschinski pour le compte de son employeur. La légende que laissent circuler à leur compte les narcotrafiquants pour mieux déjouer les forces de l'ordre rappelle les identités successives déployées par Crespito pour transcender un réel oppressant. Le rouleau de pellicule récupéré par Crespito vient s'opposer à l'évanescence de la photographie numérique, et ainsi de suite. La lecture croisée de ces exemples ne leur donne pas forcément un sens. Le fonctionnement textuel que leur organisation dévoile suggère cependant un effet qui repose davantage sur la masse, une forme de dessin caché des correspondances, que sur la singularité. 3. Bien que les intrigues parallèles du livre de Razón, à la teneur nettement plus romanesque que le récit de l'observation menée par Lemasson, éloignent le texte de tentative d'épuisement d'un lieu parisien, le principe même du recoupement et de la possible systématisation vient paradoxalement rappeler la démarche de Pérec. En effet, à l'occasion d'une suite de remarques apparemment secondaires qui apparaissent au fil du texte, l'auteur de Tentative d'épuisement évoque la tentation de distinguer certains principes organisationnels du réel. Il commence à s'intéresser, de manière générale, aux trajectoires des véhicules, au stimulus extérieur ou à la motivation particulière d'un mouvement d'ensemble de pigeons, à la possibilité d'appliquer la théorie des vases communicants à la population des autobus, à l'élaboration d'un théorème expliquant le mouvement des piétons, si ce n'est à un projet de classification des types de parapluies. Bref, si l'observateur de Pérec ne cherche pas à interpréter les singularités du réel, il semble néanmoins tenter d'organiser sa démarche d'épuisement selon des principes et catégories logiques. Le roman de Razón paraît appliquer ce type de saisie raisonnée à son fonctionnement général, qui semble précisément inviter le lecteur à élaborer toute une série de recoupements et de classifications, ou, pour reprendre les mots de Lemasson, à dégager des lignes directrices et des billets pour comprendre ce qui est en train de se produire. 4. Le principe que l'on pourrait nommer de signification statistique, c'est-à-dire de sens induit par une série de convergences et réitérations, s'il est possiblement inspiré du texte de Pérec auquel Razón rend ouvertement hommage, renvoie aussi de manière révélatrice à l'univers du numérique qui demeure le principal sujet d'écoute. L'Internet, du page ranking de Google aux suggestions d'achat d'Amazon et d'iTunes, est en effet tout entier organisé autour des critères de la démultiplication et du lien. D'innombrables algorithmes hiérarchisent et ordonnent les données, un afflux permanent qui se produit à la nanoseconde selon leur fréquence et leur interaction. En conséquence de ceci, la signification individuelle n'est plus forcément un enjeu. Ce qui compte avant tout est la densité des flux. L'univers tel que saisi, de tweets en texto, de selfies en story Snapchat ou réduit à une centaine d'émojis aussi stupides que caricaturaux, vaut moins pour son infinie variété que pour une série de tendances fortes. Le roman de Razón paraît s'inscrire dans une telle logique dans la mesure où ces personnages hautement colorés ne signifient pas tant en eux-mêmes que comme illustration variée d'une même série de phénomènes. La narration remarque d'ailleurs de manière inquiétante que ce ne sont plus des phrases, des images, des représentations qui circulent, mais un immense flux de métadonnées. Elles forment une déferlante de fractales qui précède ou suit un événement, on le sait désormais. À la lumière de ces diverses observations, la question se pose donc. Le texte de Razón, qui adopte en apparence un certain nombre des principes organisationnels de l'univers du numérique dont il traite, se veut-il un exemple d'une nécessaire reconfiguration des formes littéraires en guise de réaction à une réalité désormais reconfigurée et augmentée?
La réponse, et c'est ce qui fait tout l'intérêt d'écoute, s'avère quelque peu ambiguë. L'évolution du présent de l'intrigue du roman est révélatrice. Le maçon, dont la curiosité a déjà été piquée par le fait que Crosspito n'émette aucune donnée, s'y intéresse encore davantage lorsque celui-ci attire, bien malgré lui, l'attention d'une bande de jeunes métalleux du lycée du quartier. Ceux-ci croient reconnaître le légendaire Morse de la scène death metal scandinave, disparu mystérieusement à la fin des années 80, et se mettent à diffuser sa photo prise à la dérobée sur Instagram et autres plateformes socio-numériques pour informer le monde de leur découverte. Un pic massif de données secrets, lequel éclipse rapidement toutes les autres communications électroniques de l'avenue. La situation prend rapidement une tournure grand-guignolesque, alors qu'affluent des gothiques de toutes parts, alertés par leurs fils d'informations respectifs, et que surgit l'avocat Tuschinski, lui-même poursuivi par une meute de sicaires mexicains voulant venger la trahison de leur employeur. Un convoi exceptionnel bloque au même moment la vue de le maçon, qui se trouve ainsi obligé de quitter sa camionnette, et par le fait même son dispositif d'écoute, pour assister, arme à la main, au déroulement de la scène dans le réel. Tandis que dégénère cette confrontation tendue, parodie des spaghetti western à la Sergio Leone, filmée en temps réel par une multitude de téléphones portables, le véhicule gigantesque poursuit tranquillement sa route. Il servira à commettre un attentat meurtrier, inspiré de celui de Nice, une vingtaine de minutes plus tard. Moralité, le même événement, amplifié par la caisse de résonance de l'Internet et des réseaux sociaux numériques, aura involontairement éclipsé la menace réelle, celle que le maçon avait pourtant pour mission de prévenir. Une telle résolution de l'intrigue paraît condamner sans embâche les illusions de l'univers du numérique et, par extension, les formes de fiction qui en sont inspirées. Le cumul des points de vue émanant des principaux personnages offre cependant une vision plus nuancée du problème. D'une part, le texte met l'accent sur l'incapacité de le maçon à déchiffrer la réalité, tant empirique que virtuelle, qu'il observe. La narration souligne à plusieurs reprises la tendance du personnage à assimiler les données qu'il capture à la trame des fictions qui meublent ses loisirs. C'était comme une pièce de théâtre, un genre de cirque, un roman à ciel ouvert, désordonné et sauvage, éclaté en autant de personnages qu'il existait de personnes et d'applications. L'échec du policier découle ainsi du fait qu'il applique intuitivement une grille de lecture à l'ancienne, qui repose davantage sur la narrativité que sur la logique du flux, à un corpus résolument contemporain. Le maçon en vient alors à comprendre ce qui lui fait défaut dans l'analyse des conversations. Il s'obstine à traquer des histoires et des indices, là où il serait plus utile de trouver des repères et des faits. Ce constat, doublé d'un besoin de révélation, de donner du sens à ce bazar, le pousse à se rabattre, selon les protocoles de l'espionnage numérique, sur le principe du pic de données, soit un volume trop important pour le considérer comme anecdotique, le signe d'une effervescence hors norme. Cette approche, de prime abord, paraît pertinente dans la mesure où elle fait écho à la structure du roman en son ensemble, dans lequel les diverses intrigues parallèles valent moins en elles-mêmes qu'au travers de leurs échos réfractés. Selon un tel principe d'interprétation, la révélation n'est pas dans les mots, mais dans ce que la communication elle-même génère. Or, comme on l'a vu, ce choix mène le policier à rater le véritable événement, à privilégier la tendance générale aux dépens de la singularité. Les dérapages observables dans la diégèse paraissent dès lors contredire la dynamique de lecture suggérée par la construction même du texte. D'autre part, le roman de Razon insiste à répétition sur le refus de Crosspito de toute forme d'identité fixe ou d'unicité, sur sa volonté métaphysique d'héberger le multiple en soi. À l'occasion d'une réflexion qui intériorise le principe de résonance sur lequel repose la construction d'ensemble du texte, le personnage fait un lien entre ses avantages existentiels et la profusion observable des communications électroniques que pourtant il refuse. Les mots étaient trompeurs, ils donnaient à la vie une illusion de continuité. Il faudrait tout tâcher, tout interrompre, faire entendre un dialogue à 8 voix pour rendre compte de sa vie, quelque chose comme ces échanges par téléphone qui semblaient tous les accaparer. Le principe de juxtaposition d'écoute insiste cependant sur l'apparente légitimité de la démarche de Crosspito, qui cherche à se réinventer lui-même par rapport à la facticité des doubles numériques tels qu'observés par le maçon. La finale, ambiguë du roman, laisse cela dit entendre que ces supposées réinventions de soi n'auraient été pleinement perceptibles que par le personnage lui-même. Donc, là encore, les principes d'interprétation suggérés par la forme du texte
semble démenti par les mésaventures de ses personnages, par la teneur même de son contenu. On aboutit ainsi au paradoxe d'une intrigue où l'ensemble des démarches menées par les protagonistes, qu'elles soient de communication ou de déchiffrement, qu'elles visent l'affirmation de soi ou la dissimulation, qu'elles reposent sur des approches empiriques ou numériques, s'enlisent dans un commun échec. Que retenir alors d'une telle lecture? Le retour sur Pérec, prétexte à la réflexion, offre peut-être quelques pistes à cet égard. Tentative d'épuisement d'un lieu parisien cherche à consigner plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'actions simultanées de micro-événements dont chacun implique des postures, des actes moteurs, des dépenses d'énergie spécifiques. Écoute, du moins dans les scènes avec le maçon, reprend le même principe en insistant sur un élément désormais d'actualité. Les passants émettent tous. Sortent d'eux des volutes d'ondes, d'histoires, de photos qui s'impriment sur l'écran de surveillance comme une immense kermesse. De ce fait, le policier a le souhait étrange qu'on sonorise les gens pour qu'ils se rendent compte de tout ce qu'ils envoient, les appels, les SMS, les photos, les vidéos, les tweets, les mails, la géolocalisation par leurs applis. Voilà précisément ce que fait le roman de Razon, en renvoyant par l'entremise de la surveillance policière le lecteur contemporain lambda à son usage quotidien du numérique, si ce n'est à son rapport fusionnel avec le téléphone portable, tout à la fois, paravent, bouclier et talisman. Écoute suggère en outre, de manière implicite, que les vrais récits, les vraies représentations, du moins celles qui valent la peine qu'on s'y attarde, se trouvent peut-être ailleurs, hors de la sphère du numérique. Une telle démarche, non sans paradoxe, rejoint à sa manière celle de Pérec, qui traquait lui aussi, après quelques jours d'observation redondante, l'éventuelle différence, la salutaire rupture d'un pattern. Où trouver alors ces fictions supposément essentielles, du moins selon les filigranes d'écoute? Possiblement si l'on suit la logique implicite du texte, hors de la sphère trop souvent étriquée de la littérature contemporaine, à l'instar des vies parallèles de Crosspito, qui, tel un héros de feuilleton du 19e siècle, a su se faire tour à tour star du rock, poète, pirate grec, espion du silence. Visage qui dorme. Ronflement. Singe muet. Visage muet. Applaudissements.